des gérants de fonds dans les années 80, 90, 2000. Mais ils expliquent tous qu'ils sont passés par des moments compliqués et c'est après ces moments compliqués qu'en plus ils ont très très bien performé. Et d'ailleurs le trader anglais Navinder Singh Sarao, il était monté de 50 000 à 500 000 pounds. Il a tout reperdu, revenu à 50 000 et même lui il expliquait, il a dit c'est quand j'ai perdu ces 500 000 que là il a dit j'aurais jamais réussi à faire 50 millions si j'avais pas eu ces 500 000 qu'il a perdu. Et j'avais la chance d'être à ma droite avec le plus gros trader et sur un chiffre il me dit Tarek, lève-toi, viens sur mon desk. Et je lui dis non, il faut que je trade le chiffre. Il dit non, tu vas le trader mais depuis mon desk. Et je dis mais je peux pas mettre mes positions sur ton desk. Il me dit non, tu vas trader avec mes positions autorisées. Sauf que le mec il a 50 fois plus de l'eau que moi. La Vénus d'argent, donc c'est avec Fianso, quelqu'un de très brillant parce que je connaissais pas du tout le trading et dans le rôle qu'il a dans la Vénus d'argent, c'est le boss de la salle de marché. Donc nous on a intervenu justement la partie trading dans ce film-là pour expliquer soit à Fianso ou à Pomme tout ce qui était terminologie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Tarek Elmari. Ancien trader en salle des marchés, Tarek a fondé il y a une dizaine d'années une salle de trading physique à La Défense où il dispense des formations en présentiel essentiellement basées sur le carnet d'ordre. Il est également essentiel de souligner qu'avec sa structure Crescendo, Tarek a agi en tant que consultant et figurant dans des films français centrés sur le trading tels que L'Outsider qui retrace l'histoire de Jérôme Kerviel et plus récemment La Vénus d'argent qui est actuellement dans les salles. Au cours de cette discussion, nous explorerons son parcours en tant que trader institutionnel, son approche du trading et l'état d'esprit nécessaire pour exceller dans cette profession si compétitive, ainsi que son rôle dans la participation de ces longs métrages. Bonjour Tarek et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Oswald, merci pour l'invitation. Question que je pose à chaque fois à tout le monde, pourquoi tu fais du trading ? Alors je pense que j'ai fait du trading pour continuer ce que j'avais fait avant le trading. Donc j'étais sportif de haut niveau. Je faisais de l'athlétisme, donc du demi-fond. J'étais champion de l'Ain, champion du Lyonnais. J'ai fait 5e au championnat de France. Et donc il me fallait quand j'ai décidé d'arrêter l'athlétisme, il me fallait une activité qui corresponde exactement à ce que je faisais quand j'étais jeune. Donc une compétition qui dépend exactement de mon travail et les résultats qui dépendent des efforts que je faisais pour arriver à mes objectifs. Et je pense que le trading, ça correspondait à ça. À côté de ça, je voulais faire des études en finance. Et donc, ça coïncidait exactement à l'idée que je me faisais du trading. Et quand avec le recul, je me suis pas trompé. D'accord. Il me fallait ce type d'activité-là. D'accord. Et du coup, tu as découvert tu es allé vers le trading. Tu avais quel âge à ce moment ? Alors quand j'arrête l'athlétisme, j'avais 17 ans et je me dis qu'est-ce qu'il faut faire comme étude, combien de temps ça va mettre pour que j'arrive à être trader. Et donc j'ai tout de suite vu que c'était un processus assez long. Et donc j'ai fait tout un cursus pur produit de la finance avec des études liées à la finance pour terminer avec un master en finance trading. Donc j'ai eu pas mal d'années en salle de marché, mais c'était un projet qui était réfléchi de longue date, juste après avoir décidé d'arrêter ma carrière de sportif. Je me suis dit on va devoir passer par un cursus scolaire. Alors c'est vrai que maintenant les personnes qui arrivent dans le trading, autrefois c'était fallait faire des études en finance. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas c'était trader, fallait faire un master en finance trading pour être trader ou une école d'ingénieur. Actuellement, le trading s'est démocratisé et on a la possibilité et on a pas mal maintenant de très bons traders qui sortent pas d'un cursus universitaire ou école d'ingénieur, parce qu'il y a pas mal d'outils, pas mal de façons de faire du trading, d'apprendre le trading sans passer par un cursus classique. Actuellement, on a des profils
qui sortent pas de grandes écoles et qui atterrissent en salle de marché. Je dirais qu'autrefois, c'était plutôt un background universitaire. Maintenant, on a des très très gros traders comme à Londres, Navinder Singh Sarao, le trader qui a eu une fin un peu triste parce qu'on l'a inculpé d'être à l'origine du flash crash en 2010. Mais ouais, ça, c'est typiquement un des plus gros traders au carnet d'ordre qui travaillait à Futex à Londres. Le mec, il est parti de 50 000 pounds à 52 millions de pounds en 5 ans. Et donc, il traitait dans une salle de marché où il y avait que des traders indépendants. Ils étaient une cinquantaine. Et donc, on a maintenant des traders qui arrivent à exploser des scores et qui sortent pas de très grandes écoles de commerce ou très grandes écoles d'ingénieurs. Parce qu'on a des outils maintenant qui sont à disposition. Les plateformes de trading, quand j'ai démarré le trading, c'était entre 1500 et 2500 euros par mois la plateforme. Les flux d'informations, c'était pareil. Donc maintenant, une plateforme de trading, c'est même une très très bonne plateforme de trading, c'est 100 $ par mois. Les flux d'informations, c'est pareil, c'était 2000 euros par mois. Maintenant, avec 200 $, on a un très très bon flux d'informations. Donc, on a des outils maintenant, on a le coût d'entrée pour faire du trading, c'est plus le même qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc, bah, c'est accessible à plus de monde. Et comme c'est accessible à plus de monde, bah, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues d'un cursus universitaire. Alors, en salle de marché en banque, il reste des métiers où on est obligé d'avoir, si on veut être quant, si on veut travailler sur des produits dérivés, structurés, il faut avoir un parcours encore universitaire ou école d'ingénieur. Mais pour faire de la spéculation, pour faire du trading, ce qu'on appelle Delta One en directionnel, ou pour trader sur même d'autres stratégies, sur les actions ou autres, on a vraiment pas mal maintenant de profils de traders qui cassent les codes de ce qu'était avant la finance, le trading, où c'était de quelle école. La première seconde, c'est quelle école t'as fait, quelle école d'ingénieur ou quelle école de commerce. C'était ça. Moi, le master de CLSK, le finance trading, à l'époque où je le fais, c'est le 4e meilleur master en France. Si tu faisais le 10e ou le 20e, c'était compliqué de rentrer en salle de marché. Euh, alors que maintenant, bah, il y a des track records, on peut demander les résultats, on peut demander. Il y a des pépites qui sortent de pas mal de structures, de sociétés qui allouent du capital. Et on a vraiment des profils atypiques, en fait. Et ça, c'est une bonne chose. Des mecs qui ont appris à trader dans leur chambre. Bah, c'est exactement le titre qui est donné par la presse anglo-saxonne. Ce que tu viens de dire, les Ah d'accord. traders qui apprennent dans leur chambre pour Navinder. Ok. C'est le titre du Financial Times. Alors, je sais pas si tu avais lu ce Ah pas du titre-là. tout, non, non, je l'ai sorti comme ça. Bah, c'est exactement le titre, c'est le trader qui trade depuis sa chambre et qui a empoché 50 millions. Ah d'accord, ok. Il traitait pas depuis sa chambre, il traitait depuis la salle de marché de Marex à Londres. Mais tu vois comment ils l'ont catalogué, comme il sortait pas d'une école Ouais, bah c'est ça. d'ingénierie, ou d'une école de commerce ou d'une banque, bon, il décrète que gagner 50 millions, forcément depuis sa chambre. Et c'est C'est- forcément douteux, quoi. Voilà. Alors Mhm. que non, il a fait quelques manips du spoofing dans tous les trades qu'il a fait, mais c'est ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est sûr. Et toi, est-ce que quand tu as quitté le monde sportif pour aller dans le monde du trading, donc les études et tout ça, est-ce que tu as des traders qui t'ont influencé? Alors, les traders qui m'ont influencé, à la base, moi, je faisais des actions quand j'ai démarré. Donc, bah, les premiers les grandes figures, c'était tout ce qui était Warren Buffett. Après, dans le monde des hedge funds, c'était Tudor Jones, Ray Dalio, donc des gérants de fonds, qui ont réussi avec des stratégies qui sont différentes. Alors, j'aime bien avoir des repères avec des gérants de fonds ou des traders qui ont des stratégies différentes. Donc, Warren Buffett, lui, c'est plutôt sur les actions, à garder des positions sur du moyen long terme. Tudor Jones et Ray Dalio, eux, c'est des structures de fonds qui sont beaucoup plus euh, petites, mais avec des stratégies sur le marché obligataire, sur le marché des futurs, sur le marché des matières premières. Et donc,
voilà, c'est d'essayer, de regarder en fait, comment ils ont géré sur plusieurs années, de voir que, leur progression ou leur fonds n'a pas été linéaire, qu'ils ont eu des périodes, où ils ont perdu de l'argent en fait. Donc c'est surtout ça en fait, regarder dans ces périodes-là comment ils ont géré leurs fonds, comment ils ont réduit leur exposition au marché, comment ils ont adapté leur stratégie. Et à la base, le 1er, livre que Market Wizard que j'avais lu, bah, justement, c'était des interviews, un peu comme ce que tu fais, mais sauf que là, c'était sous la forme d'un livre, de gérants de fonds où, ils leur posaient des questions, bah, comment vous avez réussi? Quelles sont les périodes où vous avez perdu de l'argent? Qu'est-ce que vous avez, mis en place, bah, pour ne plus perdre d'argent? Et en fait, ça, c'est ce que les particuliers ont du mal à comprendre, c'est que, un trader professionnel, un trader rentable, c'est pas un trader qui perd jamais. C'est juste un trader qui arrive bien à gérer ces périodes, compliquées ou ces périodes où, la stratégie, il faut la réadapter ou alors le marché, il peut y avoir des périodes où il y a un marché qui est un peu en panique, où il y a des débouclages de position et c'est un peu plus compliqué pour, mettre en place sa stratégie et donc c'est de réduire sa taille, et puis après de moduler un petit peu sa stratégie mais un trader, c'est pas un trader, profitable, hein, même des traders d'exception, c'est pas des traders qui ont 0 de trades perdants ou 0 de journées gagnantes ou 0 de mois perdants. C'est des traders qui, sur la durée, arrivent bien justement à gérer ces périodes, difficiles. La plupart des particuliers, bah, ils vont toujours essayer de chercher une stratégie qui gagne tout le temps et dès que ça perd un tout petit peu, bah, ils changent de stratégie pour retrouver une autre stratégie et en fait, ils passent toute leur vie à chercher des stratégies, mais il y en a pas une qui va gagner tout le temps. De la même manière que dans l'industrie ou dans le sport, il y a personne qui gagne tout le temps, donc ça m'a servi à ça de suivre ou de regarder ce que faisaient les très gros traders quand j'ai démarré. Et c'est là où ça peut être intéressant pour ceux qui ont des gros fonds qui veulent mettre dans un fonds d'investissement, c'est de regarder les résultats du fonds quand il y a eu des périodes de panique, des Exactement, crises, pour voir comment ils ont géré ça et pour voir leur rendement à ce moment-là. exactement, mais on a dans les personnes que j'aime bien suivre, par exemple, on a un Français, Pierre Endurand, qui est sur le pétrole. Lui, il gère, à peu près, 2 000 000 000. Bah, depuis le démarrage de son fonds, il est à presque 1000%. Donc le mec, il cartonne et cette année, il était en difficulté. Après, avec la forte chute du baril, Oui, au mois de mars, bah, il a eu, son fonds qui a dégringolé de 30. oui. Enfin, tout le monde s'est dit: «Ah ça y est, C'est la enfin fin. limite, enfin Pierre Endurant, il va sombrer». Non, après il a réduit son exposition, et il a géré il a géré cette phase un peu compliquée, mais même des personnes qui sont là, et qui ont, des années et des années de track record, et qui ont cumulé, ont à peu près 1000 de performance. Ah oui, sur 4 mois, il y a eu un décrochage des marchés, heu, qui a fait que le fonds, s'est retrouvé dans le rouge, mais heu, tous les fonds d'investissement, tous les fonds connaissent, une période, compliquée. Donc ça, c'est vraiment l'information, qu'il faut retenir, à savoir, bah, comme tu disais, c'est dans ces périodes-là, en fait, qu'il y a un écrémage qui se fait. Il y en a qui vont paniquer, qui vont, alors les particuliers, ils vont toujours mettre beaucoup d'expositions, beaucoup de risques quand, bah, quand justement ils arrivent pas. Quand ils comprennent plus le marché, au lieu de réduire leur exposition au marché, bah, ils vont prendre plus de risques. Alors qu'un professionnel, quand il est dans des situations compliquées, bah, il va réduire son exposition au marché, il va réduire le nombre de contrats futurs, le nombre d'actions, le nombre ou le levier qu'il a, alors qu'un particulier, lui, c'est l'inverse. Plus il est en difficulté, plus il augmente son levier Bah oui. et bah, le résultat, bah, Enfin, le particulier qui est en phase qui vient mal. d'apprentissage. Oui, voilà. Oui, oui. Particulier, bah, qui va disparaître parce que ça, c'est une des causes qui fait qu'un particulier ne peut pas gagner d'argent. C'est d'avoir un fort effet de levier, une forte exposition au marché quand ça va mal et quand ça va bien, être très peu investi. Donc ça, je dirais que c'est l'erreur numéro un et en suivant, en lisant, tout ce que se faisaient les principaux gérants de fonds, les principaux traders dans le monde, c'est le point commun que j'ai vu chez tous les traders, c'est la première règle,
on va dire que j'ai apprise et que je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce point commun entre tous ces gérants, tous ces traders, c'est qu'ils réduisent très fortement leurs risques, leur exposition, leur levier quand les positions ou quand les portefeuilles se passent mal. Et ils l'augmentent très fortement quand ça se passe bien. Alors ça peut paraître basique, mais la psychologie de l'être humain fait que c'est pas quelque chose c'est pas un automatisme qui se fait facilement. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Quand tu as démarré dans le monde professionnel, est-ce que tu as été dans l'univers institutionnel ou? Ouais, 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 j'ai tout de suite, alors j'ai démarré par 2 clubs d'investissement. J'ai, avec l'ESSEC, donc on a monté un club d'investissement, heu, qui s'appelait, Crescendo d'ailleurs, à l'époque, et on a fini premier club d'investissement de France. Alors c'était sur des stratégies, sur les actions, et hem et donc ce fonds-là, on faisait de l'arbitrage. Donc on achetait des actions et on shortait des actions, et pendant toute la période de 2001 à 2003, quand la bourse avait perdu 40, nous on avait fait 101. Donc suite à cette, à ce classement-là, on avait une parution dans Capital, et on avait fait, en l'espace d'1 an et demi, 101. Et dès que j'ai terminé à la suite de mon master, j'ai été recruté tout de suite en salle de marché à Londres, à Marex. Donc c'était Revco Trading Services à l'époque, et après ils se sont fait racheter par Marex, et donc j'ai tout de suite démarré en salle de marché à Marex dès 2003. D'accord. Et c'était du trading directionnel ou est-ce que tu étais amené à faire d'autres métiers au sein de ces... Ah non, c'était du trading directionnel. Alors ce qui était marrant, c'était que j'étais arrivé à l'entretien avec le magazine sous plastique de Capital. Ouais, On avait fait 100, et donc j'étais assez fier de montrer la performance sur le marché des actions. Et quand ils me recrutent, bon, l'entretien, il n'a pas duré très longtemps, hein. Quand ils ont vu l'article, ils m'ont dit: «Bon, bah, tu démarres, si tu peux démarrer lundi, ça nous arrange». Et en fait, j'arrive sur les futurs. Donc moi, j'ai toujours travaillé sur les marchés actions, je faisais du long short sur les actions, et je me dis: «Bon, bah, ça va être facile ce que je fais, je vais essayer de le dupliquer». Et puis vu qu'ils ont des fonds importants, et j'arrive, ils me disent: «Non, tu vas trader des futurs sur le marché obligataire». Et là, je me dis, sur le carnet d'ordre, je me dis: «Mais c'est pas mieux que je fasse des actions?» Et ils me disent: «Non, non, non, nous, en fait, ce qu'on aime bien dans ton parcours, c'est, si tu fais cette performance-là, c'est que tu gères bien le risque, c'est que tu sais mettre en place une stratégie, la respecter. Mais nous, on traite des futurs et sur le marché obligataire». Et donc en fait, je suis reparti à zéro sur la stratégie. Et donc j'ai réappris. Au début, bon, j'ai un peu forcé pour faire des actions, puis après j'ai très très rapidement vu que c'était soit je faisais des futurs ou soit, tu partais. ouais, je partais. Ouais. Et le bras de fer, il a pas duré longtemps. Donc après, j'ai découvert les futurs, et en fait, je suis toujours resté sur les futurs. Toutes les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, c'était, du trading futur, alors sur le marché obligataire, essentiellement, et D'accord. après je suis allé sur les indices actions. D'accord. Ok. Donc en directionnel, donc c'était à Marex. Après, j'ai été recruté par une salle de marché à Amsterdam, où là, j'étais market maker D'accord. sur le marché, pareil, obligataire, sur la dette à 2 ans, 5 ans, 10 ans, donc le Bund Schatz. Et là, en fait, nous, on apportait de la liquidité au marché futur sur Eurex. Donc on faisait à peu près 20-25% du volume sur ces marchés-là, D'accord. et on assurait la contrepartie du marché. Donc quand tout le monde achetait, nous, on se retrouvait vendeur et on devait couvrir nos positions. Donc ça, ce qui était bien, c'est que ça m'a permis de bien comprendre où est-ce que les Mécanique. gros achetaient. Mhm. Voilà, exactement. Parce que quand tu es la contrepartie du marché, tu sais quand les gros achètent, quand les gros vendent, à quel moment les marchés bougent, à quel moment les marchés sont relativement calmes. Et donc ça a été une expérience pendant toutes ces années-là à Vandermolen, où j'ai pu bien comprendre les mécanismes du marché, qui faisait quoi dans le marché, à quel moment, et comment le carnet d'ordre fonctionnait. Market maker, il est rémunéré par commission. Comment ça se passe? Alors par la bourse, et après, il est rémunéré, il a des conditions avantageuses parce que il a des frais de commission qui sont très, très faibles.
Et après, oui, la bourse paye les sociétés pour assurer la liquidité. Donc après, de la même manière que sur le marché des actions, euh, toutes les sociétés du CAC 40, elles payent ce qu'on appelle des teneurs de marché pour assurer la liquidité, pour qu'il y ait toujours un acheteur et un vendeur dans le carnet d'ordre, pour assurer à n'importe quel investisseur de pouvoir acheter quand il veut acheter et vendre quand il veut vendre. Donc oui, oui, c'est soit rémunéré par la société elle-même ou par la bourse. J'ai une question qui me vient en tête là, un sujet qui me... Parce que je vois beaucoup tu sais, de personnes, que ce soit sur YouTube, même dans la communauté, des amis, etc., qui parlent souvent de chasse au stop, etc., par les grands, par les gros, Ouais, par les ouais, ouais. institutionnels. Les chasses au stop des particuliers. Or, moi j'ai fait des recherches, le particulier représente sur le marché des futurs américains 6% des volumes échangés sur les marchés. Est-ce que pour toi c'est un mythe ou est-ce qu'il y a réellement des stratégies basées sur la chasse des stops pour les particuliers? Ou est-ce que c'est un mythe que les particuliers s'inventent pour se trouver des excuses sur le fait qu'ils n'arrivent pas à gagner en trading? Moi, je pense pour les deux. En fait, il y a des sociétés hein, qui vont chercher les stops, mais les stops de leurs clients, en fait. On l'a vu avec, par exemple, Crédit Suisse, qui a été condamné elle avait mis en place un algorithme qu'elle appelait Satan, et elle allait chercher les stops de ses clients. Donc, ça existe parce qu'il y a des sociétés qui ont été condamnées. Euh, mais le marché en lui-même, il est pas dirigé que par ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis, les deux cas sont exacts. Et du coup, les particuliers vont mettre leurs erreurs sur le fait que, par exemple, Crédit Suisse va chercher les stops de ses clients. Mais tous les mouvements de prix de la journée, c'est pas que ça, en fait. Donc, pe peut-être que, il y a un mouvement qui a été créé pour aller chercher la liquidité. Et ça, c'est vrai. Mais ce qui est normal, hein. Il y en a qui payent des datas aux exchanges, donc à CME ou à Eurex. Ils connaissent les pools de liquidité, mais ça va être 3, 4 mouvements, 5 mouvements dans la journée. Quand tu disais, sur une séance qui démarre, qui va faire 12 heures, bah, il y a peut-être 5 mouvements de prix où il y a un opérateur qui a payé des datas et qui sait qu'en vendant sur un prix, bah, ça va déclencher des stops. Et puis, tous les mouvements de prix de toute la journée, c'est pas que des stops qui sont chassés, en fait. C'est pas représentatif d'une séance de trading. Donc, si sur 10 000 mouvements de prix, il y en a 5, bah, voilà, si tu es dans les 5, ouais, tu vas dire: «Ouais, à un moment, le marché, sur un niveau de prix où il y avait un gros acheteur, ça break, ça mèche et puis ça réintègre le support». Ah oui, là, c'était un des stocks qui ont été déclenchés, mais sur toute une séance de trading, c'est pas représentatif. Donc ça existe, mais faut pas c'est pas possible de dire: «J'arrive pas à gagner de l'argent parce que on me chasse mes stops». Bah, sauf si Mais par c'est chez un courtier véreux. Mais après, c'est. Oui, voilà. Mais ça, c'est de l'escroquerie, c'est autre chose. Non, non, bah, après il y a des brokers, oui, mais comme tu dis, ça c'est des brokers véreux. Voilà, c'est ça. Mais la séance alors sur le cash qui démarre de 9 heures à 17h30, il peut y avoir 3-4 moments dans la journée où il y a une petite mèche parce qu'il y a un opérateur qui a fait sauter des stops. Mais après, même quand on arrive sur des chiffres ronds, quand on arrive sur des niveaux de prix, des supports, parce que il y a un ordre institutionnel qui achète, bah, la première chose qu'on dit, c'est: «Est-ce qu'ils vont pas le breaker?» Parce qu'on sait que tout le monde met ses stops en dessous, tout le monde met ses stops en dessus d'une résistance où il y a un gros vendeur qui met un gros A. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui réussit pas dans le trading et qui met ça sur la faute des stops, ouais, il va trop loin. Mais Ouais. Mhm. qu'il ait un ou 2 trades perdants dans la journée, et nous, dans la salle de marché, des fois, on en rigole, on dit: «Bon, bah, là, il a sorti tout le monde, il va partir». Bah, quand il le fait, on dit: «Bon, bah, ouais, ça fait partie du trading». Mais il y a des sociétés, hein, qui ont été condamnées, si tu tapes sur Google, Crédit Suisse, Satan, Sataen, tu mets condamnation, ouais, je crois ils ont pris une bonne amende, hein. Et eux clairement, c'était ça. C'était, alors c'était pas sur les futurs, eux, c'était sur leurs clients,
ils avaient lancé une branche, je crois, sur les CFD. Mais oui, si Credit Suisse le fait sur sa branche de CFD, autant dire qu'il y en a d'autres qui le font. Mais faut juste retenir que c'est pas représentatif du marché. Et puis c'est pas le particulier n'est pas l'apport de liquidité premier du Oui, marché. voilà, Il faut aussi se dire ça, exactement. quoi. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est sûr. Ça va être un moment de la journée où il y a pas beaucoup d'opérateurs, où il y a pas de real money comme BlackRock, comme PIMCO, State Street, Amundi. Donc un moment très très calme dans la journée où il y a un petit structure de marché qui se crée, un petit range, un petit acheteur-vendeur qui s'échange des lots. Puis après, bah là, tout le monde repère ces structures de marché, donc tout le monde va vouloir acheter le bas ou le vendre le haut. Et puis bah là, tu sors tout le monde. Tout le monde vend, tout le monde met ses stops au-dessus. Puis bah toi t'achètes en coupant, eux vont racheter, donc ça va faire monter le marché. Mais c'est la structure basique. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui achètent les data. Les data. On le voit, il y a un film là qui est sorti sur GameStop, sur l'histoire de GameStop. Ouais. Alors non, il est au cinéma. Il est actuellement au cinéma. Il y avait un docu sur C'est Netflix à l'époque, mais je sais. Ouais, ouais, Ok, d'accord, il y avait intéressant. le docu, il est pas mal fait. Là, c'est un film, sauf que c'est ouais, un peu moins documentaire que c'est Dumb Money. Bah là, tu vois, typiquement, ils veulent trader la liquidité des particuliers, en fait. Donc, les particuliers achètent cette action et tous les fonds d'investissement qui sont au courant que les particuliers achètent, bah, ils vendent l'action, sauf que, ben, manque de bol, il y a beaucoup de particuliers qui ont acheté cette action et tous les hedge funds se font exploser dans un short squeeze. Donc, oui, la data, elle est utilisée par des fonds d'investissement et donc, les stops doivent être utilisés. Mais, de la même manière que GameStop, c'est une action qui a défrayé la chronique en 2020-2021. Des actions, il y en a des dizaines de milliers. Donc, c'est pas représentatif du marché. Mais l'histoire, elle était folle. C'est de 3 $ à 487 $ pour une boîte qui était en faillite. C'est normal que le fonds Melvin Capital a sauté parce que une boîte qui est Chapter 11 faillite à 3 $, je pense quand elle arrive à 10, tu te dis bon, fois 3, c'est un peu exagéré pour une boîte qui va faire faillite. Tu peux commencer à shorter. À 30, tu dis bon, elle a fait fois 10 alors qu'elle était en faillite. Ça s'arrête pas jusqu'à 480. Et Ouais. c'était grâce ou à cause d'un forum de discussion en plus. Ah ouais, ah ouais, sur Reddit, C'est- ah là, l'histoire, elle est incroyable. Bah, c'est pour ça qu'ils en ont fait un film et un livre, un documentaire, parce que c'est inédit. On a vu des short squeeze, mais un short squeeze comme celui-là, c'était délirant. Mais après, la structure du marché a fait que tout le monde était short, tout le monde devait se racheter, et comme il y avait plus assez de titres, bah, le titre est monté jusqu'à 480. Pour ceux qui ont acheté, qui sont sortis, c'est bien, parce que ceux qui sont pas sortis, là, on est revenu à 16, en fait. Donc, dans le trading, il y a toujours des opportunités. Ceux qui ont compris ce qui se passait sur GameStop, ils ont gagné de l'argent. Mais tu as des particuliers qui ont acheté, qui sont jamais sortis. Et même 480 qui sont pas sortis, qui étaient multimillionnaires. Et là, c'est revenu à 16. Donc, dans tous ces mouvements de foule, bah, ceux qui ont vraiment compris ce qui se passait, parce qu'il y en a qui ont vraiment cru que la boîte, elle allait renaître de ses cendres et que ça allait devenir une grosse boîte. Ils ont pas compris que c'est monté parce que tout le monde était short et que tout le monde devait se racheter. Ceux qui ont pris ça, eux, à 480, bah, ils ne sont pas posés de questions, ils sont sortis. Tu faisais du jeu vidéo en physique. En 2021, qu'est-ce que tu veux vendre du jeu vidéo en physique mais du coup, là, pour revenir un peu sur le trading en institution, est-ce qu'il y a par exemple le matin en salle de réunion, aujourd'hui, nos analystes ont détecté qu'il fallait acheter là, voilà, etc. Ou alors est-ce qu'il y a toute une multitude de traders qui traitent des bouts de fonds de leur côté, Non, avec non, des non, stop non, loss, etc. Ou non, comment non, t'as- ah non, 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 le matin quand on arrive, il y a un morning meeting, donc un débriefing de ce qui s'est passé sur la séance américaine, la séance asiatique, les principaux chiffres qui vont tomber dans la journée, les discours, voir le thème le thème du jour, le thème du moment. Et après, chaque trader a son portefeuille. Son portefeuille, sa limite de risque et le nombre de contrats futurs qu'il a sous gestion. Et donc après, là, par contre, c'est chaque trader qui va prendre ses propres positions. C'est là, mais par contre, ça, en salle de marché, chaque desk est géré différemment. C'est-à-dire que il a des objectifs, il a un nombre de contrats futurs, il a des limites de risque.
Ça, c'est ce qui est commun à tout le monde. Après, heu, c'est pas, ça vient pas de dessus. En fait, c'est pas, le big boss de la salle qui va dire: «Bah, vous shortez ou vous achetez». Heu, le trader, il est payé pour justement, prendre des décisions de trading. Il est payé pour ça. Prendre des décisions de trading et après pour gérer, du risque. Après, par exemple, Crédit Suisse, c'est encore autre chose. Là, c'est une équipe, qui ont dû, c'est des développeurs, en fait, qui ont dû dire: «On peut mettre, nous, un algorithme» et on a backtesté, on a regardé, c'est une stratégie qui marche. Mais c'est tout petit, en fait, dans l'activité de Crédit Suisse. C'est, heu, c'est peut-être, 3 traders, tu vois? Trois quatre Mmh. traders. OK. Et c'est pas, toute la salle de marché, ils sont là, ils aiguisent leur couteau, ils disent: «On va éclater du particulier Ouais. aujourd'hui». Mmh. Non, c'est une petite équipe, ils sont 3-4, ils ont développé un algorithme, ils l'ont mis en place, après ça a commencé à tourner, puis ils l'ont fait tourner, puis après à un moment, bah, ils se sont fait cramer parce que quelqu'un dans l'équipe a dû balancer, Ouais, c'est aux sûr. autorités. En fait, c'est toujours comme ça, hein, pour que ça sorte, c'est que ça vient de l'intérieur. Sûr. Mais, tout le reste de l'activité de Crédit Suisse, c'est pas ça. C'est, ils, ils font de l'asset management, ils créent des produits structurés, il y a des trading, ils font de la couverture, mais après, Ouais, trading d'options, c'est c'est ça? ils font tout. Ils Mmh. font mais ça, là où ils se sont fait attraper, c'est peut-être une équipe de 3-4. Ah ouais, OK, Donc, d'accord. pour répondre à ta question, c'est pas le mot d'ordre, en fait. Ouais, il y a peut-être une tendance de fond à suivre. Ouais, voilà. Ouais. Mais après c'est, le trader, il doit analyser les chiffres, qui tombent, il analyse les discours des banques centrales, il regarde toutes les actus en fait qui sont susceptibles de faire, bouger la classe d'actifs sur lesquels il trade. S'il trade du marché obligataire, c'est pas les mêmes, comportements, les mêmes analyses que sur le marché actions, sur le marché des matières premières et même au sein de toutes ces classes d'actifs. Traiter de l'or, c'est pas la même chose que traiter le pétrole, le gaz, et traiter les indices, actions, même entre chaque, classe d'actifs, que ce soit le Nasdaq ou le Russell, c'est pas les mêmes analyses en fait que tu fais. Donc après, bah, faut se spécialiser sur un produit et après de s'identifier des patterns, des choses qui se répètent, comment les real money, ceux qui font bouger le marché, rentrent dans le marché, achètent ou sortent du marché et vendent et après il y a des choses qui se répètent et toi en tant que trader justement, bah, c'est de repérer ces mouvements de prix et de les suivre. Ça c'est ce que nous on fait. Heu, Après il y a la gestion d'actifs, c'est encore autre chose. C'est, définir dans le cycle économique où on se trouve et dire: «Bon, bah, là, je pense qu'on rentre en début de cycle, de hausse, parce que, on sort d'une récession et que, statistiquement, chaque fois qu'on sort d'une récession, on part pour, 6-8 ans ou 12 ans de croissance économique, donc de hausse des marchés. Donc je vais acheter, telles actions. Quelles sont les actions qui surperforment dans ces hausses, dans ces, cycles économiques de hausse. Et là, par exemple, actuellement, bah, tout le monde attend une récession. Donc les gestionnaires de fonds, ils disent: «Bon, dans les récessions, quelles sont les classes d'actifs qui sous-performent ou qui surperforment?» Donc là, ils font ce qu'on appelle un rebalancing. Ils font tourner leur portefeuille pour dire: «Bon, bah, les actions qui, baissent le plus, c'est les actions sur la consommation, sur l'automobile. Donc là, je vais sortir ces actions de mon portefeuille, je vais aller sur des valeurs qui sont pas très liées au cycle économique». Parce que quand tu es sur du Vinci ou sur des sociétés, où il y a pas le consommateur, moyen qui est affecté par une croissance, enfin une récession, bah, tu vas aller sur du air liquide, tu vas aller parce que, oui, peut-être l'action elle va baisser, mais elle va baisser moins que sur les actions qui sont directement liées à la consommation, des ménages. Donc, un gestionnaire de fonds, lui, ça il va plutôt travailler sur des longs cycles et puis après il va ajuster son portefeuille. Alors qu'un trader, tous les jours, il va regarder sur le marché, est-ce qu'il y a pas, un trade à prendre, parce qu'il y a une news géopolitique, parce qu'il y a que ce soit alors, enfin c'est con de dire ça, mais s'il y a une guerre, bah oui, bah les actions vont chuter donc bah, si tu shortes le marché, heu, tu vas faire de l'argent. Tu vas pas te préoccuper des conséquences, des choses qui arrivent, mais sur le covid, bah, quand le covid a démarré, que ça commence à s'effondrer, fallait pas être un génie pour voir que si toute l'économie mondiale allait à l'arrêt, la bourse allait s'effondrer.
C'est pas en changeant le marché que tu vas aggraver la situation mondiale, économique. Pas que ça va repartir aussi vite par contre. Ouais, on n'attendait pas plutôt des politiques de relance aussi importantes. La rapidité avec laquelle elles sont arrivées et qu'elles ont injecté l'argent, par exemple, pendant la crise des subprimes, il a fallu attendre, presque, 9 mois ou 12 mois pour qu'elles injectent de l'argent. Là, en l'espace de 1 mois, ils ont fait des plans de relance mais parce que la situation était vraiment, préoccupante. Donc et ça s'appelle l'expérience en fait. Ça, on l'a vu, si, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a de nouveau une autre, crise sanitaire, on saura mieux comment la gérer. Là, comme on l'avait jamais vu, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités, à la vente ou à l'achat, qui étaient difficiles à avoir, dans sa globalité parce que, on n'avait jamais vu ça. Heu on a l'habitude des événements géopolitiques comme les attentats, les guerres, heu, ou les faillites de banques, les faillites d'État. Et là, un événement, sanitaire, on n'avait jamais eu. Donc, une baisse aussi importante et un recovery, une hausse aussi importante, on n'avait jamais connu ça. Donc, faut pas nourrir trop de regrets, comme tu disais. Moi, je pensais pas que ça allait repartir aussi vite parce qu'avec le recul, c'était difficile de savoir ce qui allait se passer, de façon précise. J'essaie juste de dire, la prochaine fois, maintenant, je saurai comment le gérer, et c'est ça, en fait, l'expérience. C'est, chaque fois qu'il y a un manque à gagner ou qu'il y a une perte, c'est de dire, «Bon, la prochaine fois, si je me retrouve dans la même situation, je capitalise, ce manque à gagner ou cette perte, pour en faire un gain, en fait». Les traders directionnels sur les marchés à terme, Ouais. il y a tout type de traders ou c'est vraiment orienté scalping ou très très Ah, il y a court tout. terme? Ouais, il y a tout. Ah non, il y a tout. Ça va du high frequency trading. De toute façon, dans la finance, ça va du high frequency trading, donc du trading en millisecondes à garder des positions comme Warren Buffett, qui garde sur, 5 ans, 10 ans, donc il y a tout, hein. Il y a toutes les stratégies, tous les produits, tout est, envisageable en fait, sauf qu'il y a des certaines, banques ou fonds qui disent: «Moi, je me focalise que sur ce type de trading-là ou ce type de stratégie». Mais on trouvera toutes les stratégies dans tous les fonds, heu et donc il y en a pas une, meilleure que l'autre. C'est plutôt de dire: «Quelle est la stratégie qui me convient?» Mhm. Ce qui est important, c'est de savoir, quelqu'un qui a une aversion au risque, qui arrive pas à garder une position sur du moyen long terme, ça sert à rien qu'il fasse de l'investissement, vaut mieux qu'il fasse du trading. Et il y en a qui ont des profils, ils ont besoin de temps pour réfléchir, pour prendre une décision mais ça ne les dérange pas de garder une position longtemps. Faut mieux qu'ils fassent de l'investissement que du trading. Donc, le plus important, c'est plutôt de regarder, dans son tempérament, son profil, quelle est la stratégie qui correspond le mieux, à la personne, à sa personne, plutôt que quelle est celle qui est la plus rentable. Parce que là, sinon tout le monde ferait attaquant, au foot. Il y aurait plus de gardien, tout le monde voudrait, dire et il y aurait plus personne ferait du handball parce que tout le monde dirait: «Je vais faire du foot», enfin. Mais, dans le sport, c'est pareil. Dans le sport, c'est comme dans le trading. Si on a des aptitudes pour faire un sport, faut faire ce sport-là. Après, si, tu as des aptitudes pour faire du foot, tu gagneras plus d'argent que si tu fais du handball. Mais si tu es bon en handball, tu es bon en handball et puis, mais tu vas pas décréter, Karabatic, il va pas dire, il va je vais signer au Real Madrid pour être attaquant. On va dire: non, tu es bon pour faire du handball, tu fais du handball. Dans le trading, c'est un peu la même chose. Et toi, en ce qui te concerne, ton style de trading? Moi, c'est vraiment un tempérament où, c'est du court terme. Je Ouais. j'arrive pas à garder des positions sur du moyen long terme. T'as déjà fait auparavant? Ouais, j'ai déjà fait, mais c'est pas des choses où je suis confortable. J'aime bien suivre toute l'actualité et garder des positions, heu heu 1 mois, 2 mois, plusieurs années, c'est pas quelque chose qui correspond à mon tempérament. J'ai besoin d'être très actif et puis après, quand je coupe, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fin de journée, le week-end ou si je pars en vacances, je peux pas porter des positions sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais c'est le cas de certaines personnes. Moi, j'ai vraiment besoin in and out, de rentrer dans le marché, de sortir du marché très rapidement, d'augmenter mes positions, quand ça se passe bien, de les réduire quand ça se passe mal, de faire des ajustements mais à court terme. Heu, donc ça, c'est ce qui me correspond.
Et sur quelle base de temps tu te travailles? Bah, alors c'est sur ça peut être quelques secondes, hein, mais c'est plutôt sur quelques minutes. C'est sur des unités de temps assez courtes, ouais, c'est sur quelques minutes, mais euh, il y a une bonne partie des trades, on dirait, je dirais 30% des trades en dessous de la minute. Donc euh, sur des accélérations, sur on va dire entre 10 points. Sur le Nasdaq, ça va être entre 30, 40 ticks et une centaine de ticks. Bah ça, c'est souvent 1-2 minutes en fait. Et après, sur des news, quand il y a des news ou quand il y a quelque chose, réunions de banque centrale ou des stats ou un événement qui fait que là, tu as tout le marché qui est soit acheteur, soit vendeur. Là, essayer de garder une position. Et c'est pas représentatif de ce qu'on fait pendant la journée. Porter des positions même sur la journée, c'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une information, une news qui tombe sur le marché qui fait que là, je je garde le trade et je porte le trade, voire je le renforce, pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. D'accord. Et tu trades sur graphique, sur carnet? Alors tout ce qui est utile, hein, pour prendre des décisions. Alors, pour des graphiques, ça va servir à voir les niveaux de prix, les supports, des résistances, de voir, de façon visuelle qu'est-ce que font les opérateurs. Mais la prise de décision, elle va se faire, à l'instant T, sur le carnet. Qu'est-ce qui se passe? Même si je vois qu'il y a un gros acheteur sur un niveau de prix, sur un graphique, sur un support, je vais attendre de voir quand le marché arrive sur ce niveau de prix pour voir, les ordres market, comment sont absorbés par les ordres limites et qui va me donner, le niveau de prix, où je vais rentrer. Et heu et après, mais toutes les informations, même les informations, financières, tout les datas qui tombent, les news qui tombent sur, nous on a un outil, c'est, Financial Juice où, qui reprend toutes les news, de Bloomberg Reuters. Bah, si à ce moment-là, je vois qu'il y a un représentant d'un des membres de la Fed ou de la BCE, bah, qui sort une news hawkish ou dovish sur le marché, bah, même si je vois un acheteur sur le carnet, bah, je vais le prendre en compte, puis je vais clôturer. Donc, en fait, on utilise toutes les informations. Heu, Si, je vois une news, en rouge qui tombe, un membre de la Fed annonce que, pas de hausse de taux, tu as l'achat, bah, je vais clôturer parce que il y a quand même un temps des fois entre le moment où la news tombe et le marché l'absorbe. Heu, la priorité va passer sur la news qui tombe par rapport à ce que je vois sur le carnet. Donc, que ce soit les graphes, le carnet ou les flux d'informations, les news, on utilise tous les outils, parce que, tous les outils nous servent à prendre, des décisions. Après quand tout concorde, bah, là tu renforces. Si par exemple je vois qu'au carnet il y a un vendeur, graphiquement je vois qu'il y a un graphique où il y a un vendeur qui descend son prix et que sur la news, il y a un membre de la Fed ou de la BCE qui dit, bah, au final, il y aura pas de baisse de taux. Voilà, là c'est le combo là. Là, tu as tout qui te donne, comme information que le marché est vendeur et là tu peux, renforcer tes positions et garder ta position. Et tu es dans un style après de... Quand tu es dans ce cas-là, tu vas trader tu vas trailer un petit peu ton stop, pyramider en trailant ton stop. Voilà, exactement. Ouais. Bah, je vais revendre sur chaque pullback, et je vais redescendre mon stop pour essayer de maximiser le trade. Après, dans la façon dont on trade, il faut pas que ce soit quelque chose, que tu vas rechercher tout le temps parce que, comme je répète souvent, des trades de news ou ce type de trade, c'est pas tous les jours. Ouais, voilà. C'est souvent je donne l'exemple en formation, je leur dis: «C'est bien de faire un petit pont et une planète K, mais si ton trading c'est que ça, c'est comme si un joueur de foot, il passait son temps à vouloir mettre des petits ponts, après c'est ridicule. Voilà, c'est pareil, il y en a après ils veulent faire que des gros trades, c'est-à-dire qu'ils sont omnibulés par ça. Non, ça doit rester, Un on accident de sait que marché. Profiter d'un accident de marché, quoi. voilà, Ouais. il y a des news qui tombent, il y a des stats qui tombent, il y a, qui vont représenter peut-être, 2 trades dans la semaine, heu, à garder. Et ouais, on va dire peut-être 4-5 trades dans la semaine. Des très gros trades que tu vas essayer de garder. Le reste, c'est du in and out. C'est je rentre, j'ai 40 ticks, je les prends, je rentre, j'ai 30 ticks, je les prends, je rentre, j'ai 100 ticks, je les prends.
je rentre, bah, je perds 30 ticks, je sors, ainsi de suite. Et après, dans la semaine ou dans le mois, tu sais que tu vas avoir, l'opportunité de conserver un trade et de le renforcer, de faire, un gros trade. Heu, Après il y en a qui, se concentrent que sur ce type de trade et qui disent: «Moi le take money and run, je rentre et je sors, je veux même plus le faire. Je veux me concentrer que sur, des gros trades». On utilise, Atas, on était avant sur, Xtrader et après on a changé pour Atas, parce que on travaillait avec les développeurs de Atas qui nous permettaient de customiser la plateforme, alors c'est vrai qu'on était les premiers à utiliser cette plateforme-là. Tout au départ, elle avait une tête, c'était pas génial, après, bah, on a loué une relation avec eux et chaque fois qu'on leur demandait de modifier la plateforme, pour rajouter une fonctionnalité, bah, à force de customiser, maintenant, on s'est retrouvé avec quelque chose qui est vraiment top et ça, c'est rare, en fait, d'avoir un lien direct avec, le une plateforme parce que généralement, vous avez la plateforme et puis vous pouvez rien modifier. Là, ils sont assez réactifs, pour modifier ou rajouter des choses, qui nous permettent d'avoir quelque chose, clé en main. T'as monté une structure à la Défense. Ouais, Et donc c'est Crescendo, j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent parce que c'est quand même, tu fais partie quand même du paysage. ouais, Et vous ouais, donc enseignez, du coup, j'imagine que vous enseignez vraiment spécialisé sur le ouais, trading carnet, quoi. ouais, donc alors uniquement le carnet pour la partie, trading. Hem, c'est vrai que l'avantage, c'est quand on démarre sur, ce type de stratégie, c'est que, bah, pour la progression, quand ils viennent en formation, c'est, de l'ouverture, de 8h30 jusqu'à 18h. Le trading en carnet, ça permet de faire des trades et de voir, de progresser, en fait. Par exemple, si c'était de l'investissement, c'est dur de trouver des opportunités. Si je devais je devais former quelqu'un à faire de l'investissement, bah, c'est dur de lui expliquer, comment investir, qu'il prenne des trades et de les monitorer. C'est vrai que le trading en carnet, ce qui est bien, c'est que quand une personne vient en formation, au départ, il y a la base, formation théorique, le fonctionnement des marchés, expliquer la stratégie, mais après, c'est la pratique, en fait, qui va faire qu'il va progresser et heu et vu qu'il y a pas mal d'opportunités, vu qu'il y a beaucoup de trades dans la journée, bah, il va pouvoir s'essayer et passer des trades et corriger des trades parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est pour ça que l'apprentissage du trading au carnet, je dirais que c'est beaucoup plus simple, en présentiel parce qu'on voit ce que la personne fait, tout le monde trade en même temps, donc là, on est 26 dans la salle de marché, donc ça permet d'avoir un échantillon de, heu, qui a acheté, qui a vendu, qui a pris, combien, c'est quoi le plus gros gain, de chacun, donc quand on débriefe les trades, de dans soit en fin de matinée ou fin de journée, ça permet de voir qui fait quoi dans le marché et de prendre ce qui est de bon à prendre sur ceux qui ont fait des bons trades, de regarder, bah, les mauvais trades de ceux qui ont fait des mauvais trades, donc l'information elle circule et bah, comme on est nombreux, bah, tu peux prendre, le positif et le négatif, de chacun et comme globalement il y a l'information, je fais en sorte que, même ceux qui traitent pour leur propre compte, il y a un échange avec ceux qui sont en formation, bah, il y a un apprentissage qui est continu. Ce qui est dur, c'est, d'apprendre tout seul dans son coin. Ouais, ouais, oui, on peut démarrer avec quelque chose, en ligne ou, on va dire un apprentissage, autodidacte. Après forcément on va arriver à un plafond. Des blocages, ouais. Ouais et Hmm. c'est là, en fait, que il faut être accompagné. Mais après oui, au départ, ça peut être, que ce soit la théorie, que ce soit, c'est un truc tout bête, mais la plateforme. Pas besoin d'avoir quelqu'un, qui a 10-20 ans d'expérience pour expliquer, où cliquer, comment fonctionne le marché. Après, ça va être, chaque personne, elle a des blocages, soit psychologiques ou de compréhension de marché ou une aversion au risque,
des blocages en fait vraiment au cas par cas. Et c'est ça en fait où on intervient. Et la valeur ajoutée pour que j'explique, comment installer Atas ou, comment mettre un ordre stop ou un ordre limite, même si c'est des choses qui peuvent être faites, de Par n'importe façon, qui. ouais, Mm. après c'est vraiment chaque personne a elle a des blocages, elle a des blocages pour chaque personne qui sont différents. Il y en a qui démarrent très, très rapidement, mais après qui montent leur taille très rapidement, puis qui se prennent une tarte et qui perdent, totalement confiance dans leur trading. Il y en a qui ont du mal à juste voir la perception du marché, à voir où est-ce qu'il y a un acheteur, un vendeur. Il y en a qui ont même peur de rentrer dans le marché. Donc il y a autant de raisons que de personnes, d'avoir du mal, au départ, à être rentable en fait, dans le trading. Il y en a, c'est les montants qui tétanisent totalement une personne. Il y en a, c'est le fait d'avoir tort. Il y en a, heu, il y a vraiment une multitude de raisons. Donc après, ça, c'est, ce qui est dur à identifier quand on n'a pas une personne, en physique, en fait. Te concernant, au côté psycho, Ouais, la transition est parfaite. Tu, tu as mis du temps. Enfin, toi, après, tu as été accompagné, toi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, toi, tu es rentré tout de suite dans le milieu institutionnel. ouais, alors c'est beaucoup plus simple, hein, alors c'est beaucoup plus dur de rentrer, en salle de marché, mais par contre, une fois à l'intérieur d'une banque ou d'un fonds, oui, bah, tu suivi. Nous, par exemple, quand on était à Londres, on était suivi par le coach d'Arsenal. Donc c'est sûr que, c'est c'est autre chose. Alors c'est des choses que moi personnellement j'essaie de mettre en place ici. Tu vois, à partir de janvier, on va avoir une coach, parce que je vois bien que, nous on donnait les coordonnées d'une personne, mais là on va l'intégrer, à la formation parce que je vois bien qu'au-delà du contenu théorique, du contenu pratique, il y a des blocages psychologiques dans le trading qui font que, quelqu'un qui démarre et de la même manière que nous quand on était en salle de marché, il y a toujours besoin d'avoir une discussion, de parler de certaines choses, qui permettent après de passer des caps. Alors après avoir besoin d'une personne, c'est pas un signe de fragilité haute, c'est, les Nadal, enfin dans tous les sports, même dans la politique, même dans le business, tout le monde fait appel à des personnes pour poser certaines questions, pour poser certaines choses qui font qu'on a du mal, à passer des paliers. Et puis après le regard extérieur, il est beaucoup plus simple. La critique, d'une personne extérieure est beaucoup plus simple parce qu'on le voit, moi je le vois dans la salle et même les étudiants le voient, ils voient tout de suite les problèmes des autres, mais ils voient beaucoup moins le problème qu'eux doivent changer. C'est l'ego, hein. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et je leur dis: «Vous voyez, vous arrivez à voir les défauts des autres, mais vous êtes incapable de voir vos défauts». Et c'est commun à tout le monde. Donc c'est pas un problème, il y a pas de problème personnel non, c'est commun, pas que dans le trading, dans toutes les activités à haut niveau, où il y a du stress, où il y a des enjeux. C'est pas que sur la technique, que ça se joue. Le mental intervient et on a une activité qui nous met à rude épreuve, parce qu'on voit le résultat de nos trades, que ce soit gagnant, perdant. Il faut répéter ça tous les jours. Du coup, bah, ça provoque de la fatigue, du stress, qui fait que, bah, on peut perdre nos moyens et donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors ça je dirais que ça vient dans un second temps, parce que déjà il faut savoir sur quoi travailler, mais n'importe quel trader est forcément passé, par ces phases-là. C'est-à-dire qu'il y a personne qui naît et comme ça et qui a pas dû à un moment devoir travailler sur la partie psychologique. Alors il y en a, ils travaillent sur la partie psychologique pour être très, très, très bons et puis il y en a, c'est juste pour être rentable. Donc c'est pas un problème de petits traders ou de particuliers, de tout le monde, dans les fonds d'investissement, dans les propres firmes, en salle de marché, je dirais que c'est la base, pour tout le monde. Du coup, l'ego, faut laisser ça au vestiaire, quoi, avant de commencer Bah, à.
Alors, je dirais que si quelqu'un ne le laisse pas au vestiaire, c'est la ruine assurée. Ouais, voilà, c'est ça. On a eu le cas à Crescendo d'un trader qui avait un ego et il a vu un bug dans la plateforme et il était très très bon. Le mec, il avait deux masters en finance, il bossait pour une grosse société c'est le concurrent de Bloomberg. Mhm. Et il a vu qu'il y avait un bug sur sa plateforme. Alors lui, il avait une target en réel, hein. Il traitait en réel, il faisait entre 500 € et 1 000 € par jour. D'accord. Et, euh, et il s'est mis, il a vu qu'il y avait donc il était limité à trois lots. Trois Ok. lots, et il a demandé au broker de lui mettre un stop loss à 1 000 € jour. Mhm. Et il s'est rendu compte que les stop loss n'étaient pas activés et qu'il n'y avait aucune limite qui était dans le système. De l'eau. Ouais. Et donc, pendant 10 jours, 8 jours, il faisait entre 500 € et 1 000 € par jour. Le neuvième jour, il a perdu donc les 1 000 €, donc son stop loss journalier, Mhm. ce qui n'est pas dérangeant, hein. Quand tu fais 500 € ou 1 000 € Oui, par bien sûr. jour, Ça te fait un après bon tu perds ratio à la fin. 1 000. Mm. Ouais, voilà, tu perds 1 000, voilà, t'as mal tradé, ça arrive. C'est ce que j'avais dit à la matinée. Je lui ai dit, bah, c'est pas grave, t'as perdu 1 000 €, mais bon, je peux recommencer demain. C'est tous les traders, il n'y a pas un trader qui perd jamais. Donc, quitte à arriver, c'est tout à fait normal. Donc, demain, tu reviens. Et le lendemain, il n'est pas revenu. Et j'ai essayé de l'appeler. Je dis, mais non, il revient pas. Donc, il revient pas le vendredi. Samedi, dimanche, je l'appelle. Je lui dis, mais t'as pris une perte. C'est pas parce que t'as pris une perte que c'est terminé. Et là, le lundi matin, il arrive. Il arrive, il me dit, au niveau de la fiscalité, ça se passe comment? Et je lui dis, dernière fois que je t'ai vu, t'avais perdu 1 000 €, alors que t'avais fait 8 jours à entre 500 € et 1 000 €. Pourquoi t'es pas venu le lendemain? Et il me dit, ouais, en fait, il faut que je te dise un truc, j'ai fait un trade de fou. J'ai fait un trade de fou et j'ai gagné une grosse somme. Je, je lui dis, comment ça, tu peux m'expliquer? Il dit, ouais, en fait, bah, tu vois que le jour où j'ai perdu 1 000, alors le jour où il avait perdu 1 000, on avait fait un débriefing à midi, et l'après-midi, il était rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, tu pourras trouver ça fait la une de tous les journaux dans le monde entier, cette affaire, hein. Ah, d'accord, ok. Ça fait la une du Financial Times.